après 1790, un obscur personnage ecclésiastique dénommé Rossignol met la main par hasard sur une édition, probablement la première, du bouquin. Je n'ai pas dit de qui étaient les francs-maçons écrasés, mais toutes ces divulgations sont la plupart du temps écrites par des gens dont on ignore la vraie identité, et même lorsqu'on a le seul, c'est un abbé, l'abbé Perrault, en 1744, qui a probablement publié effectivement Le secret des francs-maçons. Celui-là est à peu près attesté, c'est à peu près le seul dont on soit certain. Le reste, non. Là, c'est un abbé Larudan, un nouvel abbé. Je crois que les ecclésiastiques s'intéressent beaucoup à la franc-maçonnerie. L'abbé Larudan, on voit apparaître ce nom seulement au XIXe siècle, ex post. Personne n'a jamais su qui était cet abbé, donc considérons qu'il est parfaitement anonyme. Cette divulgation est parfaitement anonyme. En revanche, ce révérend Rossignol publie un bouquin sans citer surtout le nom, mais il explique, alors là il va plus loin. Lui, il explique en quoi l'invention de Cromwell, parce qu'il reprend ça quand même, et la franc-maçonnerie sont faites pour détruire l'État et l'Église, rien de moins quand même, rien de moins. Et cet ouvrage, c'est un petit ouvrage, c'est un pamphlet de 12 ou 15 pages, n'a absolument, c'est en 1792 ou 93, là non plus aucune importance. Il le transmet à son ami Baruel, c'est lui-même qui écrit « Mon ami Baruel ». Alors là, Baruel, c'est celui qui a écrit les mémoires, les fameux mémoires sur le jacobinisme, qu'il a publié à la fin des années 1790, et là, lui, Baruel, reprend, à cette époque-là, donc la toute fin du XVIIIe siècle, reprend la théorie de la franc-maçonnerie opposée à l'État et à l'Église. Mais il est plus subtil parce que lui-même va entrer presque de force en franc-maçonnerie au début du XIXe siècle. Il va être obligé, c'est compliqué, il faut lire sa vie, Charles Porset a écrit un article dans le dictionnaire prosopographique sur Baruel qui est surprenant. On apprend qu'il est pratiquement contraint et forcé à se faire initier. Et il a eu quand même le nez creux parce que dans son ouvrage qui est un peu antérieur, 1798-19, il précise bien, et ça c'est un topos qu'on va voir ensuite pendant tout le 19e et tout le 20e siècle, il précise bien, oui, la franc-maçonnerie s'oppose à l'État et veut détruire l'État et l'Église, mais pas la franc-maçonnerie de première ligne, pas les braves gens qui vont en loge régulièrement, qui sont de braves types. Non, les arrière-loges. Et là, on voit apparaître chez Baruel la notion d'arrière-loge. Parce qu'il fallait bien, comme des tas de gens depuis un siècle allaient en maçonnerie et que là-dedans il y avait des princes du sang, on ne pouvait quand même pas imaginer que Villeroy, prince du sang, ou le comte de Clermont, proche de Louis XV, qui était quand même le grand maître de la franc-maçonnerie française à partir des années 1740, on ne pouvait quand même pas imaginer que le prince de Clermont, non, il était duc, le comte de Clermont, mais qui était par ailleurs un Bourbon quand même, allié à Louis XV, soit entré en maçonnerie pour détruire l'État. Enfin, on ne comprenait pas très bien, je veux dire, voilà. Donc il y avait quelque chose d'illogique. Et voilà un peu comment se colportent les légendes, comment elles se créent d'abord, comment elles se colportent ensuite. Et il y a ici dans l'assistance Emmanuel Crès qui a fait un travail considérable sur les suites de l'antimaçonnisme. Là, moi, je n'ai pas franchi le cap du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, juste le tout début pour vous parler de Baruel qui entre en franc-maçonnerie à son corps défendant.